Vendredi dernier, le président de la République, au Muro, a fait un long discours, plus d'1 heure et demie, consacré à ce qu'il a appelé le séparatisme. Alors déjà, on pourrait s'interroger sur ce terme, de quoi s'agit-il? Il définit ça comme étant ceux qui voudraient se séparer de la République, et il le dit assez clairement, il vise en vérité ceux qui, en raison d'un fondamentalisme religieux lié à l'islam, islamistes radicaux, comme parfois il est dit, c'est à eux qui font s'en prendre. Alors tout ça est assez confus, le président de la République a développé plusieurs aspects, 5-6 axes, dont certains qu'on peut personnellement, dans lesquels je peux me retrouver, considérant que bien souvent, là où il y avait un fanatisme religieux qui avait progressé et un obscurantisme, c'était souvent en raison d'un terreau, dit-il, et d'une défaillance de la République. Cela est vrai, mais déjà je voudrais noter que la grande faiblesse de son discours, c'est qu'après avoir donné cet aspect-là, son discours ne comprend quasiment aucune réponse forte et originale et nouvelle en termes de moyens concrets pour que les services publics soient plus forts, notamment dans ces quartiers populaires. Et comme élu de Seine-Saint-Denis, je peux me sentir visé pour qu'il y ait une école publique plus offensive, si je puis dire, plus à la reconquête des familles qui parfois se tournaient vers le privé ou d'autres offres, vers un maillage associatif beaucoup plus intense, culturellement plus dense, vers tout simplement même, pour ce qui est du droit à la sûreté, des moyens pour les fonctionnaires de police plus importants. Je veux par exemple souligner que moi qui suis élu de Montreuil et Bagnolet, la commune de Bagnolet ne dispose toujours pas d'un commissariat de plein exercice. On a seulement une antenne qui ferme vers 17-18 heures et le commissariat des Lilas qui s'occupe de Bagnolet a perdu en 10 ans 35 fonctionnaires de police. Donc vous voyez, il y a eu un affaiblissement des moyens du service public et on peut considérer, pourquoi pas, que certaines personnes utilisent ou du moins se développent un fanatisme religieux, peut-être aussi en raison de l'absence de ces services publics. Mais ça, pour cette reconquête républicaine, qui est une formule qu'utilise souvent le président de la République, c'est quasiment absent, et on cible, une fois de plus, en vérité, sur l'islam. Alors ça, c'est, pour résumer les choses, déjà la principale critique que j'adresse au président de la République, c'est que son discours, il accompagne, paraît-il, un texte qui sera présenté le 9 décembre prochain. Au passage, le 9 décembre, ça fait référence à la date du 9 décembre 1905, qui est le jour où a été adoptée la grande loi laïque de 1905, qui consacre dans ses 2 premiers articles l'idée que la République garantit la liberté de conscience et donc la liberté de culte, et ensuite qu'il ne faut pas de financement public du culte. Loi auquel les insoumis sont extrêmement attachés. Donc il y a un clin d'œil, soi-disant, de faire adopter une loi le 9 décembre qui serait dans la continuité de la loi du 9 décembre 1905, ce que je ne crois pas tout à fait. Mais on voit bien en vérité que derrière ce mot de séparatisme mal défini, on a d'abord et avant tout, et c'est contre quoi je voudrais m'élever dans cet édito, une tonalité médiatique reprise à l'envi par nombre de ministres, le ministre de l'Intérieur, Madame Schiappa, ministre notamment liée aussi au ministre de l'Intérieur, qui vise à créer un climat, bien souvent, en quelque sorte de suspicion généralisée de nos concitoyens musulmans. Par exemple, Madame Schiappa, plusieurs fois, parle de certificats de virginité qui seraient exigés de la part de certaines personnes avant qu'un mariage puisse avoir lieu pour les futurs mariés. Par exemple, je ne conteste pas le fait que cela puisse exister, mais je demande à ce que des chiffres soient apportés pour qu'on puisse juger quelle est la réalité de cette pratique. Est-ce qu'elle est extrêmement résiduelle ou est-ce qu'elle est relativement importante? Est-ce qu'elle se développe ou pas? Là-dessus, la ministre elle-même ne sait pas trop en dire beaucoup plus. Et on pourrait continuer comme ça. Depuis est venu le thème de la polygamie de fait, c'est-à-dire la polygamie, on le sait, est interdite en France. Elle est d'ailleurs même, la polygamie, un des éléments à avoir qui peut entraîner l'interdiction de titre de séjour à des gens qui seraient polygames. Mais là, elle introduit le concept de polygamie de fait qui est juridiquement un petit peu étonnant. Et puis après, on a parfois des thèmes encore médiatiques qui interviennent. Je pense notamment dernièrement à un club sportif durant lequel les hommes qui pratiqueraient le sport seraient jugés un peu en voie de radicalisation parce que parmi les faits qui seraient inquiétants, il y aurait le fait que l'animateur du club sportif prierait avant que les cours ne démarrent, et qu'ensuite, nous dit-on dans la presse, les gens qui auraient pratiqué le sport, un sport de combat, ne se doucheraient pas tout nus, mais se doucheraient habillés. Moi, cette espèce de police des douches me semble être un petit peu surprenante et je ne vois pas très bien où est la laïcité dans tout ça. Et si par ailleurs il y a des attitudes et des choses après inacceptables dans les clubs sportifs, il faut que ce soit basé sur des faits et pas, comme on le voit, sur des choses qui sont plus de l'ordre de la suspicion généralisée que des faits établis. Bref, il y a ce contexte. Donc
qui à mon avis correspond selon moi à un agenda politique qui vise une fois de plus à essayer soit d'aller chercher peut-être dans des gens qui seraient sensibles au discours de Marine Le Pen pour leur dire vous n'êtes pas les seuls à quelque sorte à considérer qu'il y a un problème avec l'islam. Et puis après, il y a le texte de loi sur lequel je dirai 2 mots tout à l'heure. Mais d'abord, ce que moi je condamne, c'est cette espèce d'ère du soupçon qui existe à l'heure actuelle vis-à-vis de nos concitoyens musulmans. Je ne conteste pas qu'il y a bien sûr des phénomènes de radicalisation, en particulier liés à l'islam, mais les séparatismes, il y en a plusieurs aussi dans notre pays, et sur lesquels il serait bon, si on veut s'intéresser à tous ceux qui disloquent la République, de pouvoir les pointer. Donc dans le discours d'Emmanuel Macron, alors qu'on nous avait dit qu'il dénoncerait les séparatismes, ceux qui veulent se séparer de la République, on n'en a parlé que d'un seul, si je puis dire, ceux qui seraient liés à l'islam. Au passage, tous ces séparatismes que j'évoque, vous savez, il y en a un que j'ai mis dans le débat, je n'ai pas été le seul parmi les porte-parole insoumis, c'est celui du séparatisme des riches. Il y a un politologue qui s'appelle Jérôme Fourquet qui avait parlé là d'une véritable sécession, disait-il, à l'occasion d'une enquête. Vous savez, c'est les gens les plus fortunés qui progressivement, dont leurs enfants et les différentes lignées familiales fréquentent les mêmes écoles, les écoles privées, fréquentent les mêmes lieux de villégiature, vont dans les mêmes cliniques privées, refusent de plus en plus de se soumettre à l'impôt, ont différentes stratégies pour échapper à l'impôt, ont obtenu d'ailleurs de la part du président de la République qu'ils ne payent plus l'ISF, vivent dans des quartiers entre eux où on accepte, et même on fait élire des maires qui clairement disent qu'ils ne construiront pas le nombre de logements sociaux qu'exige la loi, autour de 20%. Il y a des communes où clairement c'est assez résiduel, 5-6% de logements sociaux, alors que d'autres communes, je pense notamment celles que je connais bien, Montreuil, Bagnolet, on est à 30, voire même 35-40% de logements sociaux. Donc tout ça, cette espèce de stratégie qui vise à dire nous on se sépare de plus en plus de ceux qui sont les plus en difficulté, elle existe. Il y a d'autres formes de séparatisme liées à des cultes, pas seulement musulmans. Vous savez, on estime, c'est la Miviludes qui disait cela. La Miviludes, c'est une mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires qui estimait qu'il y a chaque année 50 à 60 000 enfants qui sont en danger en raison du fait que leurs parents sont dans des sectes et c'est dangereux pour leur santé mentale, leur éducation, etc. Bref, il y aurait beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder pour lutter contre le fanatisme. Ils ont été assez écartés et dans le discours du président de la République, finalement, on a eu un discours uniquement en direction de nos concitoyens musulmans. Alors, on verra le texte, c'est la difficulté du moment. Je voudrais bien séparer les choses. Il y a, j'ai envie de dire, le texte et le contexte. Le contexte gouvernemental, la musique, si je puis dire, qu'il faut entendre, est une musique, selon moi, assez dangereuse, qui vise à considérer qu'il y aurait dans notre pays un islam menaçant, qu'il y aurait une généralisation de ce phénomène, un aveuglement de notre part par rapport à ça, qui nécessiterait des mesures exceptionnelles, alors que nous pensons que tout ce qui est aujourd'hui regrettable, condamnable, il y a d'ores et déjà des dispositifs législatifs qui existent pour pouvoir intervenir. La loi permet d'intervenir lorsque des enfants sont scolarisés dans des écoles hors contrat où il y a un enseignement fanatique, dangereux pour les enfants. Il y a une loi, la loi Gatel, qui permet d'intervenir. La loi permet de condamner les prêches violents qui peuvent se tenir dans des lieux de culte. La loi permet de fermer des lieux de culte où ce serait dangereux. La loi permet de fermer des lieux où il y aurait des paroles particulièrement intolérables, dangereuses, appelant à la violence, etc. Tout ce dispositif législatif existe déjà. Il est parfois affaibli en raison de l'absence de moyens, mais tout ça existe. Donc on voit mal qu'est-ce que c'est qu'il faudrait qu'il y ait de nouveau, si ce n'est peut-être, on verra dans le texte après, des modes d'organisation du culte, mais qui, selon moi, ne devraient pas entraîner cette espèce de contexte menaçant. Par exemple, la proposition que le lieu de culte soit géré selon la règle de la loi de 1905 et pas sous le mode associatif de 1901, est peut-être quelque chose qui peut avoir une forme de pertinence, mais on n'est pas obligé d'accompagner tout ça d'un discours considérant à dire que ce serait lié au séparatisme ou un danger pour la République. Et tout ça me semble être assez intolérable du point de vue de nos concitoyens qui sont actuellement de confession musulmane et qui, pour des raisons historiques, vont prier dans des lieux de culte qui sont gérés sur le mode de 1901. Pour quelle raison leur proposer un nouveau mode d'organisation? Peut-être que je l'approuverai, mais pourquoi lier tout ça à un discours particulièrement inquiétant? Alors, la situation, elle est quoi? C'est que mardi dernier aussi, lorsque, à l'occasion des questions au gouvernement, j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur sur le fait que nous demandions des faits, nous les insoumis, sur tous ces thèmes qui étaient mis dans la presse, qui accompagnaient le discours du président de la République, ceux que j'ai évoqués, demandant combien il y a d'écoles que l'on ne peut pas fermer, vu que c'était un des thèmes du président de la République, combien elles sont ces écoles hors contrat.
Le ministre Darmanin a répondu de manière assez violente en disant, premièrement, qu'il y avait des faits très graves que je refusais de voir, notamment moi dans ma circonscription. Alors, il paraît qu'à Montreuil et Bagnolet, il y aurait des faits très graves en matière de séparatisme. Mais je mets au défi le ministre Darmanin de me dire quels faits, parce que moi, depuis 3 ans que je suis élu, je parle régulièrement avec le préfet de Seine-Saint-Denis, avec les commissaires des villes dont je suis le député, et tout le monde m'a toujours dit qu'il n'y a pas de faits graves en matière de radicalisme, d'islamisme ou de séparatisme dans ma circonscription. On ne m'en a jamais rapporté, donc c'est grave qu'un ministre dise quelque chose comme ça sans le prouver. Deuxièmement, il a sous-entendu que quelque sorte, je critiquais le discours du président de la République uniquement dans une espèce de volonté clientéliste vis-à-vis de gens qui seraient en quelque sorte une masse de gens fanatisés, et il m'a traité d'islamo-gauchiste. Et aussi l'ensemble des députés France Insoumise. Là encore, qu'est-ce que c'est que ce mot islamo-gauchiste? C'est un concept nomade, on ne sait pas très bien quelle année est la définition, elle évolue selon les interlocuteurs. C'est très à la mode à l'heure actuelle pour disqualifier tous ceux qui, comme moi, considèrent qu'il faut la réaffirmation laïque sans aucun doute, il ne faut pas de laïcité à géométrie variable, il faut une république qui soit présente sur l'ensemble du territoire et il faut faire reculer la pauvreté, la précarité, il faut faire avancer l'éducation pour faire reculer le fanatisme religieux. Et aussi considérer qu'il y a dans notre pays un thème qui revient souvent dans les médias, qui est de considérer que l'islam serait la grande menace de la République, avec des choses que l'on entend parfois terribles. Un chroniqueur qui explique que quand il voit une femme voilée dans un bus, il descend du bus. Et des sujets, on le voit bien, je ne vais pas tous les nommer, des chroniqueurs qui font profession d'une espèce de discours permanent, comme quoi il y aurait une généralisation sur les comportements des musulmans. Islamo-gauchiste, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas islamiste, c'est peut-être un scoop pour ceux qui me regardent, je ne suis pas un gauchiste. Le gauchisme, moi j'ai appris quand j'étais petit, il y avait un livre du célèbre dirigeant Lénine qui disait le gauchisme c'est la maladie infantile du communisme, et il polémiquait contre ceux qui refusaient de participer aux élections et qui étaient anti-parlementaires. Avouez que de dire d'un parlementaire qu'il est anti-parlementaire, c'est un peu cocasse, mais c'est ça la ligne de défense ou d'attaque de Gérald Darmanin. Et puis ce mot islamo-gauchiste, ce concept creux, clinquant mais assez vide, rappelle quand même pour ceux qui ont l'oreille qui est attachée à l'histoire, vous savez ce qu'on disait dans les années 30 après la révolution d'octobre où l'on dénonçait un complot judéo-bolchevique où derrière la progression du communisme il y avait le juif qui voulait contrôler le monde. Et moi j'aime pas donc c'est aussi ce terme d'islamo-gauchiste qui sous-entend que derrière l'insoumis se cache évidemment le musulman menaçant qui veut prendre le contrôle sur la France. Tout ça n'est pas sérieux, c'est blessant, c'est infamant, ça disqualifie le débat. Donc vous voyez, j'invite à ce qu'on aborde cette période, nous, les insoumis, évidemment avec un discours attaché à la laïcité. C'est une des conditions de la concorde nationale. La laïcité, c'est le refus du financement public des religions, c'est aussi la garantie de la liberté du culte, de la liberté de conscience. C'est évidemment créer les conditions aussi que nul enseignement ne soit soumis à un quelconque diktat religieux, mais c'est aussi respecter les croyants à partir du moment où ils respectent la loi. Ça nécessite un peu de sang-froid, donc il faut faire partie du débat, on travaille à ça, et puis on verra, on va analyser le texte quand il nous sera présenté. J'ai rencontré avec Adrien Quatennens il y a quelques jours Gérald Darmanin. On a eu un premier échange sur le texte qui va venir. Il nous a assuré que cela ne concernerait pas, dit-il, que l'islam. On verra. Il nous a assuré que dans ce texte, il y aurait des mesures qui concerneraient l'ensemble des cultes. Mais de toute manière, à ce stade, je ne me prononce pas sans avoir vu véritablement les premières formulations du texte de loi qui sera présenté le 9 décembre et qui devra être examiné très sérieusement par les insoumis. Et sans aucun doute que nous lui apporterons une critique, une volonté d'amendement. Vous suivrez tout ça dans la période qui vient. Salut à tous.